Messieurs, chers amis, c'est une très lourde tâche de prétendre résumer en quelques mots la richesse des réflexions qui ont été émises tout au long de cette journée. Je dois dire que pour ma part, j'ai beaucoup appris. Je n'étais pas une spécialiste des métropoles, mais bon, je me sens déjà un peu plus à niveau après ce que j'ai entendu. Je vais donc essayer pas résumer, hein, de vous dire ce que j'ai retenu de ces trois tables rondes. Le premier sentiment que j'ai, c'est qu'au fond, et Madame Docquelard l'a rappelé, l'intérêt, me semble-t-il, de la réflexion qui nous a réunis à travers ce sujet, qui est déjà un sujet ciblé, c'est au fond de se pencher sur l'histoire en train de se faire. Je crois qu'il me semble que ça a été votre expression, et je trouve que c'est une très belle formulation. Nous avons besoin de mettre du sens, de comprendre ce qui nous arrive, en particulier dans un monde dont les accélérations se font de plus en plus rapides et de plus en plus complexes. Tout ceci a été évoqué à plusieurs reprises. Et donc, se pencher sur la nouvelle carte territoriale, en particulier sur ces deux géants de la carte territoriale que sont les régions et les métropoles, du point de vue des compétences économiques et du développement économique, était évidemment nécessaire. Dans les allocutions d'ouverture, nous avions deux éclairages qui ont été apportés. M. Kimmelfeld, président de la métropole, qui a souligné évidemment qu'on a senti très à l'aise parce que, pour ma part, je l'ai ressenti comme cela, avec M. Kimmelfeld étant à la tête d'une métropole dont on a souligné la singularité, la dynamique, a donné le sentiment d'être à la tête d'une institution de l'avenir. Et d'ailleurs, il a souligné la place essentielle des métropoles dans, je cite, dans l'économie du système de l'innovation. Ça a été son expression. Et il a notamment rappelé que la chance de cette métropole de Lyon, c'est qu'elle s'inscrit dans une histoire, qu'elle dispose donc d'un enracinement historique qui fait partie de sa dynamique. Il a souligné également un modèle de décision qui, selon lui, devait intéresser et associer tous les acteurs. Et il a surtout souligné que, à ses yeux, mais ceci a été repris à d'autres reprises, que la métropole est une locomotive et donc qui est un élément de l'attractivité et de dynamique des territoires. Est intervenu à sa suite, toujours en hors d'œuvre, si je puis parler ainsi, Michel Bouvier, donc professeur des universités, qui est intervenu sous l'angle plus de la réflexion, qui voit dans cette refonte de la carte territoriale et cette arrivée des métropoles, finalement, le signe d'une nouvelle gouvernance qui est en train de naître, qui est en train de se faire. Il a, selon lui, nous sommes dans une société en transition depuis une quarantaine d'années. Le sentiment de crise successive que nous vivons n'est pas autre chose, selon son expression, que finalement un processus de transformation de l'État non pas au sens juridique institutionnel, mais de la société et donc de la gouvernance. Pour Michel Bouvier, au fond, la métropolisation et la difficulté des nouveaux rapports qui s'ensuivent traduisent une société française en l'occurrence en train d'expérimenter de nouvelles formes de gouvernance avec un nouveau monde qui est en train d'émerger et l'ancien monde qui est toujours présent, d'où la société de transition, les régions étant l'ancien monde, si je puis parler ainsi, les métropoles étant davantage l'expression de ce nouveau monde, sans que l'on puisse dire que les régions, ce serait le vieux, et que les métropoles, ce serait entièrement le nouveau. Et donc le décor est campé pour que nous puissions aller plus de l'avant, c'est ce qui a été fait à travers les trois tables rondes qui ont suivi. Il s'agissait dans la première table ronde de prendre les régions à bras-le-corps, si je puis dire, et d'examiner ce que devenaient ces régions au regard
de la nouvelle réforme et de leur capacité à conduire le débat économique. L'accent a été mis au départ sur, non pas de manière négative, mais sur les difficultés, non pas les ratés, mais peut-être les insuffisances, pour parler de manière polie ou prudente, vous choisirez. Damien Catteau, notamment, qui traitait des compétences, a rappelé, et ça vient en écho à ce qui a été souligné dans cette dernière table ronde, en particulier les propos de Michel Bouvard, mais M. Manrique aussi a mis l'accent sur ce point, mais de même que Christian Martin, sur la difficulté que nous avons dans notre pays à aller jusqu'au bout. Parce que ça fait partie de nos gènes. Quand on regarde l'évolution historique de la France, et en particulier l'évolution institutionnelle, nous faisons de temps en temps des révolutions. Elles sont rares, heureusement peut-être, mais nous ne rompons pas totalement. Même la Révolution française n'a pas rompu totalement. Il suffit de relire Tocqueville pour ça rappeler. Et donc, les propos de Catteau illustrent finalement ce phénomène. C'est vrai qu'on peut regretter le manque de... non pas simplement le manque de clarification, mais le fait que la suppression de la clause générale de compétences ne soit pas allée jusqu'au bout, c'est ce qui a été dit. Sur le plan des moyens financiers, qui avait été traité par notre ami Alexandre Dumont ici présent, eh bien, même constat, c'est-à-dire que, peut-être plus grave, parce que sur le terrain des moyens financiers, la réforme de 2010 a quand même mis à mal le principal outil de l'autonomie financière d'une collectivité territoriale, c'est-à-dire l'arme fiscale, l'outil fiscal. Et sans que, finalement, cette suppression, cette réduction de l'autonomie fiscale des régions ait été remplacée par quelque chose d'équivalent. On a parlé, Alexandre Dumont a cité notamment la TVA, la part de TVA qui était attribuée dans le budget 2017, mais très justement, quelqu'un a souligné que c'était un outil qui n'était peut-être pas le meilleur outil, dans la mesure où, dans un contexte de croissance économique faible, d'évasion fiscale soutenue du fait de la dématérialisation de l'économie, eh bien, on ne peut pas espérer que les recettes de TVA auront une croissance très très importante. Monsieur Étienne Blanc, vice-président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a parlé avec beaucoup de conviction de la région, de sa capacité à conduire le développement économique, a soutenu finalement, si on le suit, la légitimité pleine et entière de la région à être un chef de file du développement économique, même si elle n'a pas cette compétence économique ne lui est pas totalement donnée, puisque les métropoles sont d'une certaine manière associées à cette compétence. Il a appelé de ses voeux à une concertation meilleure avec la métropole. D'après ce qu'on a pu comprendre, il a regretté que cette concertation ne soit pas toujours au rendez-vous au cas d'espèce, mais sans pour autant laisser penser que les choses étaient complètement fermées. Il a surtout plaidé pour la légitimité de la région en tant qu'institution ayant plus que la métropole et, j'allais dire, à la place de la métropole, ayant la capacité d'assurer une solidarité sur un espace territorial large. Monsieur Blanc a, je crois, cité quelques territoires de la région Rhône-Alpes pour rappeler que seule la région peut instaurer cette solidarité et non pas la métropole qui est sur un espace territorial plus restreint. Pardon. Le président Monteil, président de la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine, a lui exprimé une note plus, non pas pessimiste, mais s'est placé sur un terrain plus distancié en voulant exprimer l'idée suivante: plutôt que de s'interroger sur les politiques de développement économique régional, ne faudrait-il pas s'interroger
sur la problématique de la cohérence économique de la nouvelle carte régionale. Et donc ici, le propos était sévère, et si on s'en tient à ce qu'a voulu une sorte de lancement d'alerte qu'a voulu opérer M. Monteil, il faudrait en finir, ou en tout cas réfléchir sur, pareil, l'incapacité que nous avons en France à trancher véritablement dans notre carte territoriale et assurer une rationalité. La deuxième table ronde était centrée, elle, sur les métropoles. Les métropoles, quel projet de développement économique? Monsieur Frédéric Alviel, le président de la Chambre régionale des comptes des Hauts-de-France, a rappelé les travaux des juridictions financières et les constats qui ont été opérés. Il est revenu sur des constats qui avaient déjà été opérés dans la table ronde précédente, mais en les développant davantage, et en particulier la clarification indispensable entre les compétences. Deuxième souhait, ou en tout cas constat, une rationalisation de la carte territoriale insuffisante, en particulier une rationalisation de la carte d'intercommunalité qui n'a pas effacé toutes les difficultés. Il a rappelé également le problème de la pertinence des outils, et en particulier une culture de l'évaluation qui reste très largement absente. Monsieur Nice, qui est le directeur régional de la métropole de Lyon, a présenté en profondeur la métropole en rappelant les grands atouts, à savoir l'exercice d'une compétence qui s'inscrit dans l'histoire. Il a assuré que la gestion de la métropole, en tout cas de la gouvernance de la métropole de Lyon, s'inscrivait dans une démarche très partenariale, ce qui ne recoupait pas exactement ce qu'avait dit M. Blanc, et il a tout de même reconnu qu'un enjeu qui restait sur la table, à savoir une compétence partagée avec la région et une démarche partenariale avec la région qui n'est peut-être pas toujours suffisante. De manière très intéressante, il a soulevé le problème des périphéries, que vous avez repris, je crois, même de Guélard, en particulier en citant l'exemple de la plaine Saint-Exupéry, le problème de gouvernance et de gestion de ces zones, et notamment celui des réserves foncières. Et je ne me rappelle plus qui a signalé, je crois que c'est M. Blanc, qui a signalé que les métropoles avaient un talon d'Achille, qui était celui de l'absence de réserves foncières qui se poserait à terme. C'est peut-être M. Manrique qui l'a signalé. Madame Faure de Toulouse Métropole a livré un message d'espoir et d'optimisme, en particulier en indiquant que la métropole de Toulouse avait pour caractéristique majeure d'avoir mis l'entreprise, je la cite, d'avoir mis l'entreprise au cœur de la préoccupation de la métropole. Elle a délivré un message optimiste en disant qu'il n'y avait pas un problème majeur de concertation entre la métropole et la région, puisqu'elle a donné des exemples. Donc si on s'en tient à l'exemple de Toulouse, la concertation entre les acteurs serait affaire d'hommes et de femmes de bon sens ou de bonne volonté, comme on voudra. Donc ici, message d'espoir, d'optimisme, avec tout de même le souhait de Madame Faure d'avoir une instance de coordination des politiques publiques locales qu'on a retrouvée, je pense que c'est M. Manrique qui en a parlé également, qui, à la place de ce qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire la conférence de concertation, la conférence de concertation. Voilà, c'est ça. Voilà. Monsieur Blanquefort a rappelé, souligné le rôle d'accompagnement de la Caisse au service du développement économique des territoires, et notamment en soulignant quels avaient été, avec des chiffres, les volumes de ces accompagnements. Et enfin, troisième table ronde, les relations région-métropole, avec la question qui était au départ la problématique, exprimée par le président Martin: la métropole peut-elle pulvériser le millefeuille territorial? Donc c'était très provocateur.
Mais nous avons vu que les métropoles ne pulvérisent pas le millefeuille territorial. Monsieur Davzy, qui est parti, je crois, a souligné contre toute attente que la métropole n'est pas dans une logique de fracture, mais une logique de couture. C'est l'impression qu'il a eue. Les travaux qu'il a menés montreraient que finalement, la métropole est un outil de redistribution et par conséquent qu'on ne peut pas craindre de la métropole qu'elle accroîtrait les inégalités. Monsieur Manrique, de la région PACA, lui a souligné, à l'inverse de ce qu'a pu dire Madame Faure pour la métropole de Toulouse, vous avez parlé de crispation aujourd'hui entre métropole et région, et vous avez dit que cette crispation va s'accroître sous l'effet de la crise des finances publiques. Ce qu'on peut effectivement, un sentiment qu'on peut partager, si on considère que les problèmes de finances publiques ont toujours des impacts extrêmement importants sur le terrain institutionnel. Et vous avez eu un mot très très fort en parlant de départementalisation des régions, de risque de départementalisation des régions, que c'est une crainte que vous avez formulée. Et de manière intéressante, vous nous avez expliqué ce que la région PACA avait eu comme stratégie pour éviter la départementalisation. Vous nous avez dit qu'il y avait une stratégie florentine d'entrer dans les agences, on vous a fait repréciser si on a bien compris, pour essayer de lutter contre ce dépérissement de la région. Vous avez donc plaidé effectivement pour une conférence des territoires et vous avez rappelé de manière intéressante, à mon avis, que l'État ne doit pas s'effacer. Ce n'est pas parce qu'il y a une montée des métropoles ou une montée de géants, de nouveaux géants dans les territoires que l'État doit s'effacer. C'est le risque que l'État s'efface a été évoqué, pas forcément toujours dans les discussions que nous avons eues, mais à l'heure du déjeuner, moi j'ai entendu des personnes souligner le risque que la restructuration, les restructurations auxquelles on assiste aujourd'hui, en particulier à travers cette recherche de nouvelles régulations sur fond de crise des finances publiques, craint que l'État s'efface, en particulier un effacement de l'État sur le terrain des régulations. Quelle place pour le département dans tout cela? C'était le sénateur Bouvard qui était chargé de la réflexion, il s'en est tiré très très brillamment comme toujours. Vous avez souligné au départ l'ambiguïté pour le département qui a vu supprimer la clause de compétence générale, transfert des compétences économiques à la région, mais vous avez ajouté aussitôt que le département avait tout de même des atouts qui sont restés, les infrastructures routières, le tourisme, et puis surtout la solidarité territoriale. Vous avez également relevé que plus le territoire est rural, plus il est touristique, plus il a d'avenir. Contre toutes les reçues au fond, on pourrait imaginer que vous pensez que les territoires ruraux sont nécessairement vaudéquins. Si on vous suit dans les rien, dès lors que ces territoires ruraux peuvent avoir d'autres atouts, en particulier sur le terrain touristique. Vous vous êtes demandé si la disparition du département serait un moyen de simplifier la carte territoriale, et vous avez donné l'exemple italien où 14 métropoles ont absorbé les provinces, mais en vous écoutant et en regardant la carte qu'a produite Madame Atnou, je me disais, mais en Italie, ce sont des cités-États. Ils ont une tradition de cité-État. Nous n'avons pas cette tradition de cité-État chez nous. Et donc l'histoire pèse lourd, la culture génétique pèse lourd dans les évolutions qui sont les nôtres. Et il faut toujours se rappeler que nous venons de loin et que nos institutions ne sont pas nées de la dernière pluie. Vous avez conclu que le département reste un échelon pertinent, en particulier en tant qu'institution de redistribution, et que, par conséquent, il est intéressant de le garder, ou important de le garder, du point de vue de la péréquation, qui est plus facile à réaliser, du point de vue de la légitimité dans un espace de proximité, plutôt que lorsque l'institution péréquatrice est éloignée.
Et enfin, Madame Agnouche, j'espère que je n'oublie personne, vous avez présenté un éclairage comparé très intéressant sur le phénomène de la métropolisation, qui nous a permis de constater que, avec nos métropoles, nous ne sommes pas franco-français, ni simplement européens, mais nous nous inscrivons dans finalement une trajectoire qui est au niveau mondial. Nos amis marocains ici présents sont également dans cette trajectoire, même si la métropole n'est pas formalisée chez eux. Mais moi j'ai vu des cartes aussi où on voit très bien que l'axe atlantique, Tanger jusqu'à Casablanca, voire El Jadida, se situe dans une métropolisation de ces territoires. Et vous nous avez montré également des cartes extrêmement intéressantes. J'avais une interrogation en les regardant. Pour l'Allemagne et pour l'Italie, non pas l'Italie, c'est une tradition de cité-État, mais l'Allemagne aussi, à travers les provinces. Donc, est-ce que pour autant nous pouvons nous inscrire dans des systèmes institutionnels différents? Vous avez heureusement expliqué qu'il n'y a pas de modèle unique et que les réponses institutionnelles sont diverses selon les pays de l'OCDE. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage. J'en ai terminé avec ce rappel un peu laborieux, mais j'ai trouvé nos échanges extrêmement riches. C'est un vrai séminaire de recherche que nous avons conduit. Je remercie beaucoup la Chambre régionale des comptes et Madame Toquela, sa présidente, à sa tête, et Madame Laurent Gagne, qui nous a beaucoup aidés dans l'organisation, parce que je trouve que c'est une journée exemplaire de ce que nous pouvons faire ensemble, chacun du point de vue duquel nous nous plaçons, pour croiser nos regards, essayer de comprendre le monde qui change sous nos yeux à toute vitesse et essayer de rechercher et d'y apporter les meilleures réponses. Je vous remercie. J'ai oublié de dire que nous publierons les actes de ce colloque dans la Revue française de finances publiques. Ils sont déjà préparés, parce que